Pont-Neuf, le magazine hebdomadaire consacré à l'actualité du livre. Invité de Pont-Neuf, Alexandre Lacroix pour son livre « La naissance d'un père » aux éditions Alary. Alexandre Lacroix, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes romancier, philosophe, directeur de la rédaction de Philosophie Magazine et cofondateur de l'école d'écriture Les Mots. Tout le monde rêve un jour de tenir le journal de sa paternité, sauf que vous l'avez fait. Vous avez été père 5 fois, si je ne me trompe pas, 4 garçons et une fille, mais vous avez décidé d'écrire dès la naissance du premier fils. Il faut dire que c'est arrivé très tôt chez vous, l'envie d'écrire. Oui, tout à fait. Alors, j'ai consacré à la question de la paternité un roman, en fait. Et pour commencer à l'écrire, j'ai attendu, en fait, assez longtemps. J'avais le projet de ce roman en tête pendant des années. Mon premier fils est né quand j'avais 25 ans. Et mon dernier enfant est né en 2017. Donc, 17 ans plus tard. Et je n'ai commencé à écrire que quand j'ai senti que le cycle des naissances était achevé. C'est-à-dire que je pense que normalement je n'aurai pas d'autres enfants. 5, c'est bien assez. Ma tâche est bien remplie. Ce qui m'intéressait, c'est que j'ai écrit plusieurs romans autobiographiques et j'ai observé une sorte de tâche aveugle dans l'univers du roman autobiographique. C'est qu'on ne compte pas les romans où les écrivains parlent de leur père. Enfin, c'est-à-dire que les écrivains parlent en tant que fils. Ils s'expriment en tant que fils, et il y a de très nombreux romans autobiographiques qui en fait sont des quêtes du père, des quêtes initiatiques où la figure du père est toujours désignée comme problématique, absente. Évidemment, c'est presque métaphysique cette quête du père, puisque ce père est presque souvent désigné comme un dieu par ces auteurs. Mais moi, ce que j'ai voulu faire, c'est autre chose, c'est-à-dire c'est écrire au nom du père, du père. Oui, moi j'ai vraiment voulu écrire. Vous dénoncez d'ailleurs ce que vous appelez le genomisme, c'est-à-dire le désir d'apparaître comme célibataire, même quand on ne l'est pas, comme Sartre, Kafka ou Balzac ou Roth. Alors Philippe Roth, c'est le grand exemple. Oui. Philippe Roth, qui a eu des enfants, parle en détail des affres, des tourments, des déchirements des couples. Il parle très longuement, par exemple dans Ma vie d'homme, de la question du divorce. Mais ce qui n'est jamais évoqué dans ces divorces qu'il met en scène, dans ces déchirements de couple qu'il met en scène, c'est la question des enfants et de la paternité. Au fond, les pères, les hommes, se racontent en détail dans leurs livres, racontent leur quête d'érotisme, d'amour, racontent leurs conquêtes et leurs rêves, leurs idéaux, leurs désirs de gloire littéraire. Ils ne racontent jamais ce que ça fait tout simplement que d'être père, que de changer des couches. Mais en même temps, c'est vrai d'ailleurs aussi même pour Camus, pour Miller, pour Hemingway, qui ne parlent jamais de leurs enfants. Mais est-ce qu'en même temps, est-ce qu'il est possible d'écrire des livres en bon père de famille? C'est ça le danger. Je pense qu'il y a l'occultation du thème de la paternité, est due à deux choses. D'abord, le quotidien vécu avec les enfants, surtout les enfants au bas âge, c'est un quotidien qui se prête pas forcément à une transposition littéraire. Enfin, en tout cas à première vue, les couches, les biberons, les réveils la nuit, ça forme un quotidien un peu concret, comme ça, un peu charnel, un peu tendre, et on sait pas très bien comment mettre des mots là-dessus. Moi, je pense qu'on peut l'écrire, qu'on peut même en faire une matière romanesque, dans la mesure où dans l'aventure de la paternité, plus globalement dans l'aventure qui consiste à mettre des enfants au monde, il y a des grandes épreuves, des grandes étapes, comme l'accouchement par exemple, qui est quelque chose d'absolument extraordinaire, qui peut transformer une vie. Et puis il y a des épreuves aussi parfois sombres. Il y a les enfants traversent des problèmes, des maladies, posent des questions. Leur éducation n'est pas toujours simple. Donc on peut raconter ça sous une forme un peu épique. Et puis je dirais que chez les écrivains
homme. Et il y a aussi autre chose, une tradition peut-être un peu plus machiste, c'est ce que j'appelle le jeunomisme, le fait de se mettre toujours en valeur soi-même comme un objet de désir possible, comme quelqu'un de libre et de disposé, d'ouvert à la rencontre. C'est très frappant chez Hemingway, c'est très frappant chez Philippe Roth. Et donc se désigner comme père de famille, c'est un peu perdre toute possibilité d'être un partenaire sexuel potentiel, vous voyez. Et donc il y aurait quelque chose comme le fait de se décrire toujours comme un jeune homme, même quand on a 50 ans, 60 ans, 70 ans. C'est évidemment un peu une pause. Et en même temps, le refus de ne pas écrire dans quelque chose d'un peu pépère. Il y a quelqu'un que vous ne citez pas dans le livre, mais qui est Charles Péguy, qui écrivait autant que vous, et il avait une famille nombreuse, dont il s'occupait de l'éducation lui-même, et pour lui, le père de famille est le plus grand aventurier. Alors, oui, il dit que le père de famille est l'aventurier du XXe siècle. C'est un texte, c'est une phrase qui a fait mouche, mais qui était tirée d'un texte extrêmement étrange, où il s'interroge sur la quête spirituelle aujourd'hui. Qu'est-ce que serait l'équivalent de la vocation monastique de nos jours au XXe siècle? Qu'est-ce que ce serait que cette quête? Et il a cette idée que c'est peut-être le père de famille qui est le héros du XXe siècle. Moi, je suis pas un grand amateur de Péguy en général, et par ailleurs cette posture héroïque me convainc pas tout à fait. Il me semble que c'est moins du côté de l'héroïsme ou des responsabilités que ça se passe que du côté de la relation affective. C'est-à-dire aujourd'hui être père au XXIe siècle, ça n'est pas être un héros, ça n'est pas essayer de grimper sur un piédestal. C'est plutôt une aventure intime, une aventure sentimentale qui consiste à essayer d'établir avec ses enfants un lien qui n'est pas celui que la mère a avec eux, qui est assez différent, et qui est un lien très concret. En fait, ça descend, il s'agit de descendre dans la matière la plus concrète, la plus humble, la plus sentimentale de nos vies. C'est pour ça que la prose toujours un peu emportée de Péguy, comme ça, me semble louper l'aventure. Alors, vous n'aimez pas non plus la prose de Duras, c'est parce que vous racontez dans le livre, vous êtes en train de lire dans la bibliothèque d'Avignon pendant que votre fils joue avec sa petite voiture, et vous êtes en train de lire le texte de Duras, sublime, forcément sublime, qui était paru dans Libération sur l'affaire Grégory, et c'est un texte qui vous indigne, vous, le jeune père de famille. Alors là, je distinguerai deux choses. Moi, j'ai une admiration immense pour l'œuvre de Marguerite Duras. J'aime vraiment ses romans de Moderato Cantabile et à l'amant. Je trouve qu'elle s'est renouvelée, elle fait partie des très rares écrivains du XXe siècle, dont le style est immédiatement reconnaissable. C'est le cas aussi pour Proust. Vous prenez une page, vous savez que c'est Duras. Il y a très peu d'écrivains qui ont ça. Elle a une musique. Alors, elle a écrit ce livre à une période où cet article sur l'affaire Villemain, l'affaire du petit Grégory, elle est plus connue comme ça, à une époque où elle buvait pas mal et où elle a un peu halluciné un infanticide commis par la mère. Moi, je me suis intéressé à ce texte parce que j'écrivais à l'époque où mon fils était petit, mon premier fils était petit, un livre sur le rapport sur ce que disent les écrivains des crimes. Et de la personnalité des criminels. Et en fait, c'est vrai que je me suis amusé à mettre en scène ma lecture sur microfilm de cet article qui était alors introuvable, où il est question d'un infanticide, et puis mon gamin qui met un bazar pas possible au même moment dans la bibliothèque, et que les bibliothécaires essayent d'occuper un peu, de calmer un peu. Et voilà, donc c'est une mise en scène drôlatique, mais cependant, il me semble que dans ce texte de Duras, le problème de Duras, on peut presque lui faire un reproche. Évidemment, un reproche moral, elle accuse sans preuve, elle va au-delà de la présomption d'innocence, elle désigne à la vindicte publique la mère du petit Grégory comme coupable d'un infanticide, donc ça c'est en soi sans preuve, c'est très grave, mais surtout le problème est aussi littéraire, c'est-à-dire qu'elle a des mots outrés, je relève quelques phrases, elle n'est plus dans ce qui a fait sa grâce et son charme dans d'autres livres, c'est-à-dire elle n'est plus dans un langage adéquat à ce que nous vivons.
Delacroix disait « je peins ce que je vois ». Moi, je pense qu'un écrivain doit essayer de décrire ce qu'il voit. Et là, elle s'est affranchie de cette règle. Et elle a fait un peu n'importe quoi. Il y a au passage dans votre livre l'évocation de l'attentat du 11 septembre. Dans quelques jours, on va commémorer cette triste date. Et vous racontez la liesse en Palestine, mais pas seulement. La liesse, on festoie, et vous le voyez, dans les banlieues d'Avignon aussi. Oui, alors, mon roman est divisé en 3 parties. 1, 3, 5, suivant le nombre d'enfants. La première période, donc le premier tiers du roman, 1, c'est l'accueil de mon premier enfant. Quand je suis jeune, à ce moment-là, je suis écrivain à plein temps, mais assez désargenté. J'habite à Avignon, c'est là que mon premier fils est né. À Avignon, je vais à la bibliothèque lire Duras, j'écris sur les criminels, et je fréquente des gens qui sont aussi assez désargentés. Et dans la cour comme ça de mon immeuble, il y a une femme qui vit du RMI à l'époque, qui élève ses 2 filles, et qui fréquente quelques marginaux, des gens assez sympathiques. Et puis, quand arrivent les attentats du 11 septembre, alors moi, je n'ai jamais eu la télévision chez moi. J'ai un ami qui m'appelle, qui me dit, écoute, Alexandre, trouve une télévision rapidement, on se rappelle plus tard. Je me dis, tiens, qu'est-ce qui se passe? La personne la plus proche de moi pour aller voir la télévision, c'était cette voisine, très sympathique, hein, on s'entendait bien. Et là, j'entre chez elle, et avant même de comprendre ce qui se passait, on n'avait pas des smartphones, des accès à l'information permanents. Enfin, en 2001, il fallait quand même aller encore un peu chercher l'information. Donc, avant de comprendre ce qui était en train de se produire, et de voir comme ça sur l'écran du téléviseur un avion percuter la première tour et pas la deuxième encore. Je m'aperçois que il y avait toute une bande un peu de gueule cassée qui avait débouchonné le champagne. Et pourquoi ils faisaient ça? Parce que ce sont ils se considéraient eux-mêmes comme des vaincus de l'univers capitaliste, hein, des vaincus économiques, et que à travers ce qu'ils voyaient, à travers l'attentat, ils avaient l'impression que rien que le World Trade Center, c'est-à-dire que le commerce mondial était frappé en son cœur, et donc en quelque sorte que les perdants de ce vaste jeu économique qu'est la globalisation étaient tout d'un coup vengés. Donc c'est ça qui entrait dans ce premier affect, et c'est vrai que cette réaction a existé, mais à mon avis, elle n'a pas existé dans les médias. Alors je la raconte parce que je trouve que c'est un moment intéressant. C'est un moment intéressant pour comprendre les dynamiques qui sont à l'œuvre. Moi, évidemment, j'avais une réaction assez différente, c'est-à-dire que ce que je sentais, c'est l'enclenchement d'une série de violences, pas d'une guerre, j'aurais eu don de préscience, mais la violence appelle la violence. Donc quand vous voyez quelque chose arriver de cet ordre-là, vous vous dites, oh là là, ça va amener d'autres morts. Enfin, moi, c'est ce que c'était l'impression que ça me faisait. Ça va amener d'autres morts, et je ne sais pas dans quoi on entre, dans quelle ère on entre. Mais ce moment était intéressant. Moi, je me suis amusé au-delà de ça à faire un portrait d'une ville, Avignon, d'un centre-ville, un petit peu à la dérive, comme beaucoup de villes de taille moyenne en France. Mais c'est vrai que la date a été un moment de bascule sur ce plan-là. Sur ce sujet, c'est certain. Alors, c'est pas du tout, moi, le sujet de mon livre. Par contre, ce qui est vraiment le sujet de mon livre, c'est de montrer ce que c'est que d'accueillir un enfant dans une précarité, mon premier enfant dans une situation de précarité matérielle. Alors, on revient à ça. Vous faites observer par ailleurs qu'on ne peut pas donner une éducation religieuse à ses enfants si on n'a pas la foi. On peut contester ce point de vue. On peut donner on peut enseigner l'histoire religieuse, on peut enseigner les textes sans avoir, vous savez ce que disait Hannah Arendt, elle disait à un rabbin américain, mais que voulez-vous? Je n'ai pas la foi. Et la réponse c'est, mais qui vous la demande? Alors voilà, ça c'est très intéressant. Je suis pas du tout un spécialiste d'histoire des religions, mais ce que je dirais rapidement, hein, et ça pourrait être affiné et corrigé, mais dans le temps qui nous est imparti, c'est que on touche ici à une différence importante entre le judaïsme et le christianisme, en fait. C'est-à-dire que le judaïsme, comme toutes les religions de l'Antiquité, c'est une religion plus ancienne que le christianisme, c'est une religion ritualiste. C'est-à-dire que ce qui est demandé, c'est d'abord l'observance d'un certain nombre de rituels, et on peut même dire que les lectures talmudiques appartiennent à cette forme du rituel. Le Shabbat est un rituel. Donc,
il y a cette intelligence du livre qui est développée au sein des synagogues et qui ne demande pas d'adhésion du cœur, d'adhésion de l'ordre de la foi, pas vraiment. Je crois qu'il y a une blague juive, moi que j'aime beaucoup, qu'on m'a racontée, qui dit « Ah mon fils, malheureusement nous n'avons qu'un Dieu et nous n'y croyons pas. » Oui, j'aime bien cette blague. Voilà. Et je crois que c'est de Albert Cohen. Dans le christianisme, alors je pense qu'on peut raffiner et contester cette opposition un peu massive, mais à partir du christianisme que je vois, moi je suis pas croyant, hein, donc je vois plutôt Jésus comme un rabbin à l'origine d'un schisme, hein, un dissident du judaïsme. Mais ce qui va être demandé et requis dans cette autre perspective religieuse, qui a des points communs hein, avec le judaïsme, mais la grande différence, c'est cette adhésion du cœur, cette pleine et entière adhésion du cœur. Et on peut même dire que dans les formes de développement plus tardives du christianisme, c'est-à-dire après le schisme chrétien chez les protestants, c'est la lumière naturelle qui est en nous, c'est l'adhésion du cœur qui compte bien plus que la participation à des rites. Et donc là, on voit que le rapport de l'individu à son créateur, à Dieu, est un rapport solitaire. C'est un rapport qui touche énormément à l'intériorité, que le rituel, on peut être pratiquant ou pas, en fait, on peut un peu s'en dispenser. Et de ce point de vue-là, il est très très difficile de faire comprendre ce que c'est que, je sais pas, des mystères sur lesquels on demande aux chrétiens de réfléchir, comme la virginité. Parce que, alors, c'est gratiné le christianisme du point de vue des mystères et des miracles, on en a quand même un paquet à avaler. Et donc, on vous demande, on ne peut pas expliquer ça à des enfants si on n'a pas soi-même cette adhésion du cœur. Alors, il y a un très beau passage, c'est mon préféré du livre, mais ça, c'est aussi parce que c'est vrai que c'est difficile d'être père. Et là, c'est une jeune fille, Margot, qui travaille avec vous sur un projet sur les mots et qui est stressée parce qu'elle est enceinte. Et vous la rassurez en lui disant que finalement, ce sont les enfants qui nous apprennent à devenir parents. Voilà, alors ça c'est un moment du livre auquel je tiens beaucoup. En fait, c'est directement transposé d'une expérience vécue. Il y avait autour de moi une jeune femme associée avec qui j'ai créé l'école Les Mots, l'école d'écriture. On a travaillé très longtemps ensemble. Elle est tombée enceinte juste avant l'ouverture de l'école. Elle était un peu paniquée parce que elle devait devenir directrice d'une école d'écriture et puis en même temps avoir un enfant. Et j'ai essayé de la rassurer et surtout je lui ai fait un long mail dans lequel je lui donnais mes propres conseils en jouant un peu à Laurence Pernoud, si vous voulez, en donnant mes propres conseils, mais très différents de ceux de Laurence Pernoud sur le fond, en m'appuyant tout simplement sur mon expérience. D'abord, je lui ai dit que, à mon sens, il faut pas écouter les conseils. Quand on s'apprête à avoir un enfant, il faut rêver, il faut penser à l'enfant qui va venir, il faut l'accueillir. Les choses se mettent en place très naturellement. Et je dirais, alors mon mail, j'ai reproduit le mail que je lui ai envoyé dans la vie réelle, j'ai reproduit intégralement dans le livre et je sais que c'est un passage que les gens s'échangent entre eux comme une sorte d'antidote au manuel d'accueil du bébé. Mais je dirais que une idée essentielle. C'est beaucoup mieux, mais c'est pas un compliment. C'est pas ça, mais c'est beaucoup mieux que Laurence Pernoud. Mais le point essentiel, c'est quoi? C'est que dans la plupart des manuels pour devenir parent, on a un abord très technique et mathématique des choses, notamment un point éloquent, c'est les tétés. On vous demande souvent de tenir des espèces de grilles avec les horaires des tétés et vous êtes un bon parent si vous arrivez à les espacer, etc. Alors là, le premier conseil, c'est de faire voler tout ça en éclats. J'ai jamais connu un seul parent qui a réussi à respecter ses grilles horaires, à espacer comme il faut, les 6 tétés par jour, puis les 4, etc. C'est impossible. Il faut juste nourrir l'enfant à la demande et le reste à l'avenant. C'est-à-dire qu'au fond, c'est le sens d'ailleurs du titre de votre livre, La naissance d'un père. On ne naît pas père, on le devient. C'est ça. Exactement, c'est une expérience. Vous pourriez dire ça. Exactement, c'est une expérience et ce n'est pas une théorie. C'est vrai que je suis très associé à Philosophie Magazine et j'ai écrit des essais de philosophie, mais là, c'est une expérience que je raconte, c'est un roman, ce n'est pas une théorie, et c'est dans l'expérience d'être parent qu'on apprend. Et donc la transmission de cette expérience, ça consiste simplement à dire, la leçon finale, c'est que si un enfant a des besoins, s'il lui manque quelque chose, il le fait comprendre très simplement par des pleurs, par des cris, par des regards, et on n'est pas un mauvais parent quand on n'arrive pas, je sais pas quoi,
à faire qu'il fasse ses nuits avant 2 ans, par exemple. Ça n'a rien à voir. Il n'y a pas de règle, en fait. Les bébés sont pas écrits dans un langage galiléen. On peut pas mathématiser le rapport qu'on a avec eux. C'est une relation vivante, dynamique, qui s'invente au jour le jour. Alors, on va dire un mot de Philosophie Magazine, puisque le dernier numéro porte sur un tout autre sujet, sur la confiance, et vous estimez que, avec beaucoup, que le pays traverse une grave crise de confiance, mais ça ne date pas d'aujourd'hui, ni même d'hier. Ça fait un moment que ça dure. Non, ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est que on a aujourd'hui une crise de la confiance qui touche non seulement la défiance envers le gouvernement, les experts, les élites, ça ce sont des choses classiques. Mais ce qui est en jeu aujourd'hui, c'est une crise de notre rapport confiant au monde. Quand vous touchez une poignée de porte, quand vous entrez dans un métro, vous pouvez craindre que même l'air que vous respirez vous contamine, vous rende malade. Et donc on vit un moment où il est intéressant de se poser la question de la confiance en ayant une perspective nouvelle, c'est-à-dire en se demandant si cette épidémie du Covid-19 ne nous fait pas courir un grand risque serait de ruiner la relation confiante que nous avons avec le monde de la vie autour de nous. Et si cette relation confiante est ruinée, alors c'est presque l'envie de se lever, c'est presque la possibilité d'agir dans le monde qui nous est ôtée. Est-ce qu'il n'y a pas aussi, parce que vous dirigez un magazine de philosophie qui parle de l'histoire des idées, ça ne vous chagrine pas et ça ne vous effraie pas la disparition du débat, du magazine Le Débat qui tire sa dernière salve? C'est vrai, c'est un moment extrêmement triste. J'observe qu'au même moment que le débat disparaît, ou presque, Gallimard lance une série de courts essais d'intervention qui s'appelle Les Tracts. On a l'impression que les formes se réinventent. En fait, je regrette bien sûr la revue de Marcel Gauchet qui était précieuse, mais ça n'est pas la fin de la circulation des idées en France. Merci. C'était Pont Neuf, le magazine hebdomadaire consacré à l'actualité du livre, qui recevait aujourd'hui Alexandre Lacroix pour son livre La naissance d'un père aux éditions Alary. Bonne journée à tous et prenez soin de vous.